soir, vous le verrez se nourrir. Entrez, et vous découvrirez... Bonjour à tous, c'est Mathieu, fidèle au poste pour vous parler du nouveau film de Guillermo del Toro, film qui débarque aujourd'hui chez nous ce 19 janvier 2021. Je parle bien sûr de l'excellent, et oui je pèse mes mots, Nightmare Alley, qui arrive enfin en France après s'être fait atomiser au box-office américain, où il a rapporté à tout péter moins de 9 millions de dollars pour un budget estimé par Variety à 60 millions, du moins c'est l'état des choses au moment où je tourne cette vidéo. Il faut dire que Disney, qui a racheté son distributeur original, donc la Fox, l'a placé la même semaine que sa coproduction la plus attendue de l'année, le fameux Spider-Man No Way Home. C'est pas le premier film distribué par la Fox version Disney à finir au casse-pipe. De là à dire qu'il l'a sacrifié, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais surtout que les choses sont bien plus complexes, au-delà de son créneau, de sa distribution et de plein de données très tangibles. Il y a aussi le fait qu'il est surtout assez difficile à vendre et qu'il a forcément eu du mal à trouver son public, on va voir pourquoi, et c'est bien dommage parce que c'est vraiment un film passionnant, je trouve. Donc qu'est-ce que c'est Nightmare Alley? C'est l'histoire de Stan, un personnage au passé un peu trouble, qui vient un peu refaire sa vie dans une foire, donc il est engagé, il rencontre plein de gens avec qui il s'acoquine, il tombe amoureux d'une des foraines. Donc voilà, c'est le pitch. C'est une adaptation du roman Le Charlatan de William Lindsay Gresham, qui n'a rien à voir avec Elmer Gantry, du moins pas directement, mais qui a déjà été adapté en 1947, et c'est une des raisons de la difficulté de le rendre attractif pour un large public, c'est que c'est un pur film noir, genre roi des années 40 et 50 à Hollywood, mais qui en 2022 est plus vraiment à la page, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand il est étalé pendant 2h30. Pourtant, Nightmare Alley en prélève toutes les caractéristiques, tous les codes de manière assez évidente. Le genre du film noir est un genre avec des poncifs et des archétypes très particuliers, et on les retrouve un peu ici et là. On retrouve la figure de la femme fatale, des âmes en fuite, du héros au passé trouble sur une sorte de frontière morale. Donc voilà, ça c'est des personnages typiques qu'on retrouve un peu partout dans le film, mais il y a aussi des liens structurels, le récit est très découpé, avec des actes et des changements d'unité de lieu et de temps qui sont très marqués. Parmi les codes les plus célèbres, on a aussi une esthétique très reconnaissable, avec des contrastes très forts, le fameux clair-obscur, des silhouettes noires qui se découpent. Et enfin, c'est le plus intéressant, thématiquement on est en plein dedans, avec des thèmes très pessimistes, très tragiques, bref, noirs en fait. Même si le réalisateur a dit dans Collider qu'ils avaient évité une énumération un peu du style de tous ces poncifs, qu'ils avaient évité les trucs les plus évidents, genre les plans sur les stores. Même avec ça, en fait, on voit vraiment qu'il assume ses influences. Del Toro dit qu'il est surtout inspiré de la période d'Otto Preminger chez la Fox, donc on pense bien sûr au génial et au légendaire Laura, mais aussi et surtout à Mark Dixon, détective, qui met en scène le même type de personnage que le Stan de Nightmare Alley vis-à-vis de son rapport à la morale du mois. La comparaison la plus évidente entre le film de Del Toro et les productions Fox de Preminger, pour moi, c'est celle qui a à faire avec Crime passionnel, Fallen Angel en VO, et son intrigue qui est assez similaire. Il est aussi question d'un mec qui cherche du travail, qui s'initie au spiritisme, et qu'il utilise pour des dessins, on va dire, discutables, le tout avec son amour pour une femme en arrière-plan. Du coup, forcément, ce casting qui est très prestigieux est vraiment loin du simple défilé de stars, en fait. Il est déjà tout désigné pour le genre. Au-delà du fait que la plupart des acteurs et des actrices qui le composent ont un charisme et une prestance qui fait beaucoup penser au Hollywood classique, comme Toni Collette ou Rooney Mara, ils sont souvent parfaitement à leur place dans ces archétypes. Cate Blanchett, évidemment qu'elle était parfaite dans un rôle féminin de film noir, de même que Rooney Mara, de l'autre côté du spectre, et ça fonctionne d'autant plus que les deux personnages sont écrits pour être parfaitement opposés. Et puis bon, Bradley Cooper, que t'apprécies ou pas son jeu, sa carrière, tu lui mets un chapeau et une clope au bec, et il ressemble évidemment directement au héros du noir des années 50, et c'est assez inattendu d'ailleurs, parce que le rôle devait à la base échoir à Leonardo DiCaprio. On voit rarement des films contemporains respecter aussi scrupuleusement les codes du genre, et beaucoup diront que Del Toro laisse tomber le fantastique, la fantasy, la SF et surtout ses monstres adorés pour s'y consacrer complètement, comme s'il ne faisait que composer une sorte d'hommage. Alors oui, l'hommage est sincère, si vous voulez vraiment voir un pur film noir, foncez, vous allez en avoir pour votre argent. On dit ici et là que c'est son premier film spécifiquement de ce genre, et c'est vrai, mais je pense personnellement que le noir a toujours été une grosse influence pour lui, qui se retrouve au moins esthétiquement dans plusieurs de ses films, même dans ses grosses productions, je pense par exemple au Hellboy. Il dit souvent qu'il a grandi avec cet univers, d'abord littéraire puis cinématographique,
univers qui lie beaucoup à sa propre approche de l'horreur. D'ailleurs, cet univers, il le maîtrise parfaitement, il suffit de voir le climax principal qui a vraiment de quoi tomber à plat vu ce qui s'y passe, mais qui distille une vraie tension, on n'est vraiment pas bien dedans. Donc voilà, même si Nightmare Alley ressemble à première vue à une manière de sortir de sa zone de confort après le succès critique et la consécration de Shape of Water, qui avait pris un Oscar, je le rappelle, Shape of Water qui était d'ailleurs beaucoup plus fantastique et qui s'inspirait plutôt d'un Universal Monsters, donc une autre facette des débuts d'Hollywood, enfin du moins d'une vieille période d'Hollywood. Et ben malgré tout ça, The Nightmare Alley, en fait, il s'insère quand même très bien dans sa filmographie. Quand on y réfléchit, ça a beau être le seul long métrage de la filmographie de Del Toro à ne pas être fantastique, ce qui devrait en faire une anomalie. Le film n'est jamais plus passionnant que quand il revient justement au thème de Del Toro. Des thèmes qu'il a réussi à immiscer dans tous ses films jusqu'ici, quand bien même c'était de vrais blockbusters, de Chronos à la forme de l'eau, et que beaucoup croyaient absents dans ce Nightmare Alley. Mais voilà, ce qu'il y a de fascinant chez Del Toro, c'est sa fascination quasiment amoureuse pour les monstres, qu'il ne traite jamais comme des instruments de terreur ou des fonctions, mais qu'il traite comme de vrais êtres sensibles, qui cachent beaucoup de choses derrière leur apparence. Et ici, si l'influence film noir est visible dès l'ouverture, bien sûr, il ne faut que quelques plans à Del Toro et à sa co-scénariste Kim Morgan pour convoquer une autre référence qui, elle, colle beaucoup plus à l'image qu'on se fait de son cinéma, qui est le Freaks de Todd Browning, un film méga légendaire de 1932 qui a vraiment retourné les codes du cinéma d'horreur de l'époque au point de purement et simplement les contredire en fait. Un film aussi qui s'est fait tout simplement descendre par absolument tout le monde à l'époque et qui a failli être oublié avant d'être réhabilité des dizaines d'années plus tard. Depuis quelques années, l'influence de ce monument infuse même la pop culture, au point que même American Horror Story y a consacré une saison entière. Et encore une fois, le cinéma de Del Toro était déjà très en accord thématiquement avec Todd Browning et ses idées, mais c'est l'une des premières fois où il le cite aussi frontalement. Et une fois de plus, le casting suit vraiment cette partie du récit, surtout Ron Perlman qui joue une sorte d'homme fort, un peu chef d'une communauté, et William Dafoe qui est vraiment inarrêtable décidément en ce moment et qui est aussi extrêmement flippant dans ce film. C'est en mélangeant du coup ces deux univers, le noir et l'horreur à la Browning, que la magie opère. Enfin plutôt c'est en explorant précisément ce qui les lie, c'est en explorant la limite très fine, comme le cinéaste le dit lui-même, entre le noir et l'horreur, que le film devient beau. Évidemment, cette limite est explorée par le personnage campé par Bradley Cooper, qui malgré ses évolutions reste très humain, et c'est d'ailleurs la clé pour tenir 2h30. Comme d'habitude, il y a une vraie sensibilité dans la caractérisation et le traitement du personnage, qui fait qu'on ne se désintéresse pas de lui pendant toutes ses mésaventures. Évidemment, la mise en scène y est pour beaucoup, ça circule de partout, et pourtant le découpage reste d'une fluidité impressionnante. Cette mise en scène, elle épouse la direction artistique, qui elle aussi essaye de relier un peu le noir à l'horreur. Du coup, on colle vraiment au basque d'un protagoniste qui ne nous est jamais vraiment antipathique, et dont je veux pas dire trop parce que sinon j'ai pas envie de spoiler tout simplement pour donner toutes ses chances au film. Mais voilà, vraiment, Del Toro et son équipe s'attachent encore à ne jamais le mépriser, lui et tous les autres personnages. Et franchement, ici, c'était facile de le mépriser, vu qu'on se rattache à des archétypes qui sont très ancrés, qui sont très connus par tout le monde. Donc évidemment, quand on sort du film, on a envie d'en revenir à une petite citation genre « les vrais monstres sont humains, les vrais humains sont les monstres ». Et en vrai, c'est un raisonnement qu'on pourrait apposer sur un peu tous les films de Del Toro, et ici c'est évident, dès les premières minutes, il nous le dit frontalement. D'ailleurs, comme souvent chez lui, c'est encore souligné par un contexte historique qui reste en arrière-plan et qui recoupe un peu le récit. Mais la vraie question, en fait, c'est plutôt à quel moment les monstres deviennent des humains et les humains deviennent des monstres. Une question qui explore donc le noir et l'horreur, c'est la raison pour laquelle le cinéaste aime hybrider les deux genres, si bien que les dernières minutes, les dénouements, donc le moment où ces deux genres se rencontrent, on se dit oui en fait c'était évident, on l'avait vu venir pendant 2 heures, c'était vraiment évident, et en fait on aimerait que ce soit pas explicité, mais quand ce dénouement arrive vraiment, en fait on se rend compte petit à petit que c'est l'inéluctabilité de ce dénouement qui le rend marquant, et personnellement je trouve très émotionnellement réussi, vraiment, ça fonctionne. Alors bien sûr, je pense que ça sera pas le cas de tout le monde, enfin ce sera pas du goût de tout le monde du moins, il y a quelque chose de très anti-spectaculaire là-dedans, et en fait c'est tellement noir, d'ailleurs il y a quelques gros excès de violence, c'est tellement noir que ça fait presque figure d'ovni dans la production actuelle, du moins surtout une production qui est budgétée à 60 millions de dollars, mais si vous êtes curieux, que vous aimez la sensibilité du cinéma de Guillermo del Toro, franchement ça sera lui rendre honneur que d'aller le voir en salle, de le soutenir. En tout cas, malgré quelques critiques moins enthousiastes, il a vraiment de quoi toucher, je trouve. Après, par souci de clarté, je précise que je suis une méga fanzouze de Del Toro, vraiment, c'est l'avis le plus subjectif de la Terre, mais sachez que l'ami Simorio a bien aimé aussi, même si c'est pas toujours un argument, on est bien d'accord. Ah, et surtout, dernière chose, n'allez pas lire le pitch officiel sur Allociné ou sur un autre site, parce qu'il spoil
à mort. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aller voir la critique écrite et plus généralement à venir nous lire sur le site. C'est là que vous pouvez nous soutenir avec un petit abonnement. Abonnement qui vous donne le droit à quelques privilèges, comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs à propos de films et séries qu'on aime et qu'on aime défendre, analyser ou remettre dans leur contexte. Je peux citer récemment par exemple Bloody Bird, qui tombe un peu à pic avec l'actualité Scream, Cabal, mais aussi Master and Commander par exemple. Voilà, il y a un lien en description de cette vidéo, n'hésitez pas si vous le voulez et si vous le pouvez. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!